j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je continue sur ma lancée, à savoir suivre les comptes rendus d'audience dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Donc aujourd'hui, ça va être le compte rendu d'audience pour la journée du 6 octobre 2025. On entame donc la 3e semaine d'audience et on est au 9e jour. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais lire les tweets des journalistes qui sont présents à l'audience. Donc il y a Juliette Campion pour France Info. Il y a également Mathieu Fourquet pour Le Nouveau Détective. Et on a le retour de Cécile Olivier pour BFM. Donc voilà, on va y aller, let's go. Donc cette audience va être particulièrement intéressante puisqu'on va écouter entre autres l'audition, le témoignage de Donna Jean M, qui est donc l'amant de Montauban, l'amant de Delphine Jubilard, et qui est également l'ex-mari de Cathy M, qui a témoigné à la barre jeudi dernier. Et on va pas se mentir, hein, Cathy M, son ex-femme, n'a pas fait un portrait très reluisant de son ex-mari, hein, souvenez-vous, puisque elle l'a décrit comme étant manipulateur, toxique, un genre de pervers narcissique, qui est en plus un marivolage et qui lui mettait beaucoup de pression, qui n'était jamais satisfait de rien visiblement. Donc selon le portrait qu'elle en dépeint, hein, selon elle, il enchaînait les liaisons adultères. Et donc ça dénote un peu avec le portrait qu'avaient fait les médias de cette liaison, puisqu'il disait que voilà, c'était le grand amour, que Delphine allait refaire sa vie avec cet homme, et pourquoi pas donc emménager ensemble et ensuite se marier, avoir des enfants, etc. Alors si c'était peut-être le souhait de Delphine, est-ce que c'était le souhait réellement de cet homme qui, semble-t-il, avait d'autres fréquentations en parallèle de Delphine et qui fréquentait certains sites, on va dire, problématiques sur le dark web, et également aurait été adepte des pratiques SM. Donc c'est un peu étrange, hein. On va voir ce qui se dit aujourd'hui. On va également entendre cet après-midi l'audition des voisines de Delphine, qui ont entendu des cris stridents de femmes aux alentours de 23h, hein, donc qui habitent à 100 mètres du domicile des Jubilard. Donc là aussi, ça promet d'être intéressant. Donc c'est parti, je vais lire dans un premier temps les posts de Juliette Campion. Donc on y va. Bonjour à tous. Lundi 6 octobre, on entame la 3e semaine de procès de Cédric Jubilard à Albi. Le public est particulièrement nombreux ce matin. Les premiers sont arrivés autour de 3h30. Je ne sais pas si vous voyez, 3h30 du matin. Donc elle nous montre une petite vidéo qui est tournée à 6h du matin. On voit déjà des gens qui font la queue dans les files d'attente pour accéder ensuite au tribunal en espérant avoir une place assise. Les dernières personnes viennent de rentrer en salle de retransmission. Il y a 90 places qui sont prévues pour le public au total, en plus de la trentaine en salle d'audience principale. Alors Juliette Campion, je n'ai jamais vu autant de public depuis le début du procès, donc il faut croire que ce fameux Donna Jean M attire les foules, hein. On entend ce matin donc l'amant de Delphine Jubilard, Donna Jean M, dépeint jeudi à la barre, comme je disais, par son ex-compagne, comme étant un pervers narcissique. L'après-midi sera consacré à l'audition de 2 témoins capitales, les voisines du couple Jubilard, qui ont déclaré avoir entendu des cris de femmes la nuit de la disparition de l'infirmière de 33 ans à l'époque. L'audience est ouverte. C'est d'abord David T qui s'avance à la barre. Chemise bleu clair, grand et lancé, il explique avoir fréquenté Delphine Jubilard sur le site de rencontre Glidden, fin juin, début juillet 2020. On s'est rendu compte que beaucoup de kilomètres nous séparaient et qu'une rencontre physique serait compliquée, relate-t-il. Il explique qu'il avait des échanges réguliers, souvent tardifs avec elle, du fait de sa profession d'infirmière de nuit. On parlait de tout, les enfants revenaient souvent. On parlait du boulot, on a échangé quelques photos, détaille-t-il. Dans la presse, on a pu laisser penser à une Delphine aguicheuse. Il y avait de la sensualité, certes,
mais elle cherchait surtout à se rassurer sur le fait qu'elle pouvait séduire, estime David T. J'appréciais les échanges, même si on sait qu'ils peuvent mener à rien. C'étaient des échanges sincères et complices. C'était sympathique, raconte-t-il. On ne se lassait pas, on pouvait discuter sur divers sujets, ajoute-t-il. Vous aviez évoqué le fait que vous avez pu recevoir des photos de Delphine. Est-ce que les services de gendarmerie vous ont demandé si vous aviez des photos d'elle lui demande Emmanuel Franck, avocate de Cédric Jubilard. Non, j'ai cru comprendre que notre conversation avait pu être récupérée sur Snapchat. J'ai vu dans la presse la manière dont étaient caractérisées les photos. On m'a fait comprendre que les photos avaient pu être récupérées. C'est vrai que les photos, je me souviens, étaient caractérisées dans les médias, elle était considérée comme étant aguicheuse, etc., alors que c'était pas du tout le cas. C'est maintenant donc Donna Jean M qui fut l'amant de Delphine Jubilard de l'été 2020 jusqu'au moment de sa disparition. Donc ils avaient une relation à l'époque qui était d'environ 4 mois, donc c'est assez court hein, finalement, de s'avancer à la barre. Il est vêtu d'une chemise bleu clair, d'un pantalon foncé, cheveux bruns clairsemés, lunettes rectangulaires noires. L'homme a 44 ans et travaille dans l'expertise automobile. Il peine à trouver les mots pour se lancer dans sa déclaration spontanée. Ouais, donc à l'époque, là, il a 44. Ben, il en avait 39. Donc il a 6 ans de plus que Delphine. Donc, je reprends. Je trouve triste la tournure qu'a pris cette histoire d'amour, débute-t-il, les mains posées sur le pupitre. Il explique que les propos de certains témoins vis-à-vis de Cédric Jubilard ont été édulcorés. Delphine avait eu des menaces de son mari. Ces menaces ont eu lieu bien avant qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, elle a disparu. La défense tourne la tête pour chercher un coupable. Les mots ont un sens dans le monde du droit, ça me choque beaucoup. Ah oui, c'est-à-dire que, suivez mon regard, c'est sûr que les avocats de la défense voudraient bien que ce soit toi, Jean Donat, le coupable principal, ça les arrangerait bien, hein, on est d'accord là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est que les premiers et les derniers mots que j'ai pu donner à Delphine, c'était des mots d'amour et de passion. C'était une histoire d'amour, on était partis pour vivre ensemble, poursuit-il d'une voix assurée. Il travaillait à l'époque à Leroy-Merlin, à Montauban. Il raconte ses 11 ans de vie commune avec Cathy M, son ex-épouse. Cathy et moi, on avait 10 ans d'écart, c'est beaucoup. C'était une fille formidable, mais on était juste arrivés au bout du chemin, relate-t-il. Je ne savais pas comment partir. Je me suis donné la franche conviction que je voulais partir, et j'ai fait une bêtise, une tromperie comme on l'appelle communément. Oui, enfin là, il parle d'une tromperie, sauf que son ex-femme a bien précisé qu'il voyait plusieurs femmes en parallèle et que apparemment c'était un marivolage. Alors après, c'est parole contre parole. Je ne sais pas qui dit vrai, qui dit faux, mais bon, ils n'ont pas la même version en tout cas. Hein. Il dit avoir rencontré Delphine Jubilard le 19 juillet 2020 au lac de Salvagnac. On ne savait pas ce que ça allait donner. On avait tous les deux épuisé notre capitale patience dans le couple. Ah, j'aime bien le terme qu'il emploie, capitale patience. C'est pas tellement la façon dont son ex-femme le dépeint, hein, puisque au contraire, c'est plutôt lui qui était assez rigide et pas patient avec elle. Bref. Et ça a matché tout de suite. C'était une vraie histoire d'amour, rapporte-t-il. On voyait un deuxième virage. On dit toujours dans la vie qu'il y a 2 virages, un à 20 ans et un à 40 ans. Je pense que c'est vrai. Je comptais bien en profiter et elle aussi. On n'a pas eu le temps d'en profiter, constate Donna Jean M. Il explique qu'ils se voyaient tous les deux le plus souvent possible. On arrivait à se voir au moins 2 fois par mois. Même plus que ça, je pense, mais on vivait dans l'ombre. On se voyait à l'hôtel, se souvient-il. C'était pas que du charnel, c'était pour pouvoir être à l'abri des regards, précise le témoin. Cédric, c'était pas un sujet tabou, parce qu'on n'était pas malveillants, tout comme Cathy. On attendait le bon moment pour mettre un point final à nos relations, explique-t-il. Cédric Jubilard l'écoute depuis son box. Il semble tendu, bouge beaucoup. Il ne lâche pas Donna-Jean du regard. Donc là, à mon habitude, je ne peux pas m'empêcher de lorgner du côté des tweets d'autres journalistes, parce qu'on a parfois des détails que l'un ne donne pas.
Et donc je suis sur le nouveau détective et donc je reprends au moment de la rencontre de Jean Donat avec Delphine. De Donat Jean, pardon. Donc ils s'étaient vus, premier contact le 21 juillet. Donc vous vous êtes vus plusieurs fois, que dire de ces rencontres? On arrivait à se voir donc 2 fois par mois, on se voyait dans l'ombre à l'hôtel, car on était tous les deux dans une relation adultère et ce n'était pas que charnel, ça nous permet d'échapper au regard. Comment venait-elle vous joindre? Elle venait parfois en bus, je me souviens qu'une fois elle avait loué une voiture, elle venait aussi en train et parfois avec sa propre voiture. Je lui avais rapidement demandé de ne plus rouler avec, de la fumée sortait de son capot. Ouais. Elle était un peu en bout de course, sa voiture. Que disait-elle de sa vie? Elle parlait très peu de Cédric. Elle l'éclipsait beaucoup des discussions. Elle parlait beaucoup de son boulot. C'était sa fierté. Ensuite, on avait des discussions légères. Je parlais de mes concerts de piano. On parlait vraiment de tout. Et de ses enfants? Oui, c'était sa fierté. Elle en parlait beaucoup, comme je parlais beaucoup de mon fils. Son mari, ce n'était pas un sujet tabou. On n'était pas malveillants. Elle parlait beaucoup de sa difficulté avec les enfants et les travaux de la maison. Aviez-vous le souvenir qu'elle puisse se plaindre de son attitude? Oui. Elle disait qu'elle était gênée de sortir avec lui chez des amis. Elle disait qu'il n'était pas sortable. A-t-elle pu subir des violences? Elle ne m'en a jamais parlé. J'étais à des années-lumière de penser que ça se passerait comme ça. Je ne peux pas porter de jugement, mais j'ai une intime conviction. Cédric dit qu'il avait encore des relations S, alors qu'ils étaient en colocation. Oui, elle m'a dit qu'elle faisait certaines choses pour avoir la paix. Elle s'en excusait. Je fermais les yeux car c'était comme ça. D'accord. Avait-elle évoqué avec vous son projet de divorce? Elle avait peur que je n'aille pas au bout des choses. On a pu dire que ma femme avait cherché dans mon téléphone. Je veux dire que j'avais fait exprès de le laisser traîner, d'accord? Pour vous répondre, elle a acté la séparation avec Cédric Jubilard, mais il ne prenait pas ça au sérieux. Cédric avait écrit des lettres à Delphine? Oui. Il y a eu 2 lettres. C'était des lettres d'amour pour la reconquérir. À l'époque, cela m'avait touché. Il disait qu'il avait fait des travaux de la maison. Il s'est mis plus bas que terre pour essayer de la récupérer. Il a fait du forcing. D'un point de vue matériel, que comptiez-vous faire? On savait que Cédric tenait à son terrain. On comptait lui donner l'argent. Je disais à Delphine que ce n'était pas grave, qu'on repartirait de zéro. On n'allait pas laisser le matériel gâcher notre bonheur. Oui, parce que je crois, ça je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais en fait Cédric avait acheté le terrain sur lequel il a construit la maison, je crois que c'était 46 000 €. Donc en cas de séparation, normal, il demande à ce que Delphine paye la moitié du terrain. Donc là, je regarde, je lorgne sur les tweets de Cécile Olivier, qui apprend également d'autres choses que certains journalistes ne disent pas et vice-versa. Vous connaissez la chanson. Donc Donat Jean M dit avoir rencontré les enfants du couple Jubilard 2 fois par visio. Dans le box, Cédric Jubilard encaisse le coup. On avait l'habitude de discuter par texto quand elle était à son travail. Elle avait peur du noir, donc peur du noir, ce qui corrobore les témoignages des voisins qui disent ne jamais avoir vu Delphine sortir les chiens le soir. Elle était plutôt casanière, elle préférait 1000 fois m'appeler depuis sa salle de pause que d'aller dehors devant l'hôpital. La présidente l'interroge sur la nuit des étoiles, quand Delphine avait quitté sa maison et disparu plusieurs heures en pleine nuit, prétextant être allée voir des étoiles. On apprenait les étoiles par cœur, à 60 km de distance, on voyait les mêmes choses. C'était rigolo. Quels étaient vos projets avec Delphine? Donc, réponse de Donat Jean M. On parlait de se marier dans la cathédrale d'Albi et d'avoir un autre enfant. Donc, on rappelle quand même qu'ils étaient qu'à seulement 4 mois de relation et qu'ils n'avaient jamais vécu ensemble et ils parlaient déjà mariage. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu tôt, mais après tout, pourquoi pas, hein. Donc je continue concernant la fameuse nuit des étoiles en août 2020. Donc ce soir-là, en août 2020, Delphine a vu la pluie d'étoiles toute seule, relate Donat Jean M. Moi, je devais rester avec ma compagne, mais je pense qu'elle n'a pas voulu les louper car c'était la nuit des étoiles filantes. Arrivait-il à Delphine de sortir seule dans la nuit promener les chiens? J'affirme qu'elle ne m'a jamais dit qu'elle allait promener les chiens le soir. Était-il au courant d'une tentative de géolocalisation?
Je m'en souviens comme si c'était hier. On était à Lille-sur-Tarn. Elle a dit « Oh con, j'y crois pas, il essaie de me géolocaliser ». Elle avait reçu un texto, je pense envoyé par un robot, sur lequel il fallait pas cliquer. Un dimanche, sa femme découvre les messages, des petits cœurs envoyés. Je lui ai dit « Je suis tombé amoureux de quelqu'un ». Je me souviens, pas de discussion, on a dû avoir une dispute. Ce jour-là, effectivement, je passe à la casserole. Elle a envoyé un message à Delphine. Message demandé par Donna. Nous nous sommes mis d'accord tous les deux pour que tant que nous habitions ensemble, nous fonctionnions comme une famille. Après, je laisserai la place. Je ne peux pas tout encaisser d'un coup, écrit Cathy à Delphine Jubilard. Message demandé par Donna, relève la présidente. Pourquoi elle écrit ça? Vous pouvez l'expliquer? Ça peut attirer l'attention. Inaudible. Donc je reviens sur l'épisode de la pluie d'étoiles. Donc il y a d'autres petits détails supplémentaires. Donc il y a une sortie nocturne de Delphine lors de la nuit des étoiles. Oui, près de sa maison, elle était dans un terrain à côté de chez elle. Regardez les étoiles quand vous voulez apprendre les constellations. Devant les gendarmes, vous dit-elle, a regardé la pluie d'étoiles la semaine dernière vers 23h30 et vous n'étiez pas en ligne car vous étiez allé coucher votre fils. Elle est donc ressortir voir les étoiles. Oui, car il y avait des étoiles filantes. Les chiens, elle en parlait souvent. Non, jamais, elle ne parlait jamais d'aller sortir les chiens. Je ne la vois pas aller sortir les chiens, puisqu'elle avait peur du noir, apparemment. Par quelle messagerie vous échangiez? Snapchat et parfois texto et WhatsApp. On avait commencé à se lâcher un peu. On avait pris la confiance. Que faisiez-vous de ces messages? Je les conservais sur Snapchat, car il fallait entrer un code sur mon téléphone pour y accéder. Votre ex, Cathy, va découvrir un message avec des petits cœurs. Comment a-t-elle découvert ce message? J'ai laissé volontairement mon téléphone déverrouillé. Je voulais qu'elle découvre ce message car c'était plus simple comme ça que d'en parler. Le 13 décembre, elle envoie des messages qui vont rester sans réponse. Oui, Cathy était très en colère. Elle me demande ce qu'il se passait. Je lui ai dit que j'étais tombée amoureux de quelqu'un. Cathy a envoyé un message bienveillant à Delphine. Non, ça c'est le 15 décembre. Le 13, y a-t-il eu une conversation? Oui, il y a eu un constat de sa part, on a échangé, c'était un moment difficile. J'ai dû passer à la casserole ce jour-là. Donc le 15 décembre, votre ex envoie 2 messages à Delphine. Réponse, elle a envoyé des messages pour défendre son territoire. Elle les a envoyés à des moments qui étaient... Donc la présidente demande à Jean Donat, vous aviez du mal, pardon, à Donna Jean, je vais jamais y arriver avec ce prénom, vous aviez du mal à prendre la décision, c'est-à-dire d'avertir son ex-femme qu'il avait une liaison. On dirait que vous laissez Cathy et Delphine gérer. La présidente parle d'ambivalence. Réponse, mais j'ai pas mis 6 mois, 1 an, j'ai mis 4 mois et demi. Cathy a dit que les choses n'étaient peut-être pas si claires que ça, pour elle en tout cas. Le 15 décembre, votre ex envoie 2 messages à Delphine. Elle a envoyé des messages pour défendre son territoire. Elle les a envoyés à des moments qui étaient opportuns. L'un des messages commence par « message demandé par Donna ». Vous avez discuté entre-temps? L'une ne voulait pas répondre à l'autre. J'ai appuyé pour qu'elle puisse échanger sur un point particulier. Elle lui demande d'attendre son départ pour Delphine. Elle lui demande d'attendre son départ pour que Delphine entre dans votre vie. Je suppose que Cathy n'arrivait pas à sortir la chose et je lui ai demandé de communiquer avec Delphine. Cathy est une femme discrète, je voulais une communication ouverte. D'accord. Donc retour sur le fait que apparemment Donna Jean laissait un peu Delphine et son ex-compagne échanger entre elles, hein, comme s'il voulait leur refiler la patate chaude et se débrouiller toutes les deux sans intervenir. Ils ont une conversation de 26 minutes à 15h07 ce jour-là. Quel jour? En décembre, je ne sais plus quand. Je ne me souviens pas du contenu, mais on était euphorique. Ah oui, donc là, il parle d'une conversation qu'il a avec Delphine. Donc, ils sont euphoriques, ça se concrétisait. Message de 19h45. Allez, je commande du vino, grand jour. Il commande un carton de grand cru.
une façon d'immortaliser l'événement. Delphine propose de participer à l'achat. Message de 20h43, je te fais un virement. Il me tarde de l'ouvrir, le message est ponctué d'un cœur. Les messages se poursuivent. À 20h43, Tiamo, petit cul. 21h41, I love you, Tikiki. 22h, juste envie de toi, mais ça tu le sais, au lit à 23h. 22h19, elle envoie une photo d'elle maquillée en combi-short. 22h21, j'attends que ça, que ton lit soit le mien. Tu m'envoies une photo de toi, bébé? Il envoie une photo. 22h54, demain matin, on pourrait se tel à quelle heure? Je t'aime. 22h, d'accord. 22, alors il y a 22 et après XX, donc je sais pas quelle heure c'est. 22h54 toujours, je pense. D'accord, avec des petits cœurs, elle arrive entre parenthèses, Cathy. 22h55, Tiamo fortissimo. 22h55, je t'embrasse. Donc retour sur la conversation de 26 minutes du 15 décembre entre Delphine et son amant. La présidente lui demande, à ce moment-là, les choses ne sont pas encore claires du côté de Delphine et Cédric. Et il répond, peut-être pas le jour même, il y avait un décalage entre nous. Et ce qui veut dire, c'est que en fait, avec son ex-compagne Cathy, il mettait en place le fait que ils allaient se quitter, etc., qu'il allait refaire sa vie avec Delphine. Tandis que du côté de Delphine, tout ça était encore passé sous silence auprès de Cédric. Enfin, c'était pas dit, en tout cas officiellement. Donc le lendemain, 16 décembre, Donageant, j'étais à Leroy Merlin sur mon ordi, le téléphone sonne. On m'a dit que Delphine avait disparu. Je ne l'ai pas pris au sérieux. J'ai demandé, ce serait pas plutôt Cédric au téléphone? Je me disais qu'elle allait revenir, qu'ils s'étaient juste disputés. Donc retour sur cette fameuse conversation du 15 décembre. Présidente demande à Donageant que devait-elle mettre en place de son côté. En parlant de Delphine. Elle attendait juste le feu vert de mon côté pour lancer la machine. Quand elle a eu mon feu vert, elle a lancé la machine. Lancer la machine n'est pas la machine où il y a la couette dedans, attention, parce qu'il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Donc ce soir-là, le soir du 15 décembre, la présidente demande à Donageant si Delphine allait mettre Cédric au courant de cette liaison. Elle lui dit ce soir-là, c'était fait, et Donageant répond oui. Donc théoriquement, le soir de la disparition de Delphine, il y a bien eu une discussion entre le couple pour informer Cédric officiellement que Delphine avait un amant et qu'elle allait refaire sa vie avec. Donc ça tombe comme par hasard la nuit où elle disparaît. Hein. Comment a-t-elle fait évoluer les choses? Je ne me souviens plus comment elle a mis en route la machine. Elle voulait faire part à Cédric de la réalité de la situation. Donc voilà, cette nuit-là, c'était vraiment le soir fatidique, c'était vraiment le soir, normalement, où ils ont eu cette fameuse discussion. Donc soit, effectivement, Cédric l'a surprise en train d'envoyer des SMS à son amant, puis ça a dégénéré, ou peut-être que Delphine avait l'intention de mettre les choses au clair et qu'elle avait déjà engagé la conversation à ce sujet. En tout cas, c'était vraiment le soir fatidique. Petit aparté... j'ai mis, je suis en train de me peler chez moi parce que j'ai pas encore mis le chauffage et il fait un froid de canard. Donc j'ai un gilet, si vous voulez, une espèce de gilet chauffant là qu'on allume pour voilà, qui marche avec une batterie externe. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais là il y a haut et bas et quand j'allume aussi le bas, ça éteint le haut, donc c'est un peu relou. Mais là, franchement, je me pèle les miches et en attendant de mettre le chauffage, eh ben, j'ai trouvé les solutions alternatives. Hein. Parce que vu au prix auquel est le gaz, voilà, on essaie d'éviter au maximum de mettre le chauffage. On attend un peu, on recule l'échéance. Hein, voilà. Donc la présidente demande, vous auriez eu l'idée de faire avancer l'enquête et les gendarmes vous en ont dissuadé? Oui. J'ai jamais compris pourquoi Monsieur Jubilard n'a pas eu envie de me rencontrer. Si j'avais été à sa place, je l'aurais fait. J'aurais eu envie de lui casser la figure. Bah ouais, c'est une réaction assez normale. C'est-à-dire, ta femme, elle a un amant, ta femme disparaît très mystérieusement,
t'es au courant de l'identité de l'amant, bah franchement, t'as envie d'aller le confronter, t'as envie d'aller le voir et de savoir ce qu'il en a été. Et là, non. Là, il cherche pas, il veut pas le rencontrer. Il y a quand même un truc que je me demande. J'aimerais bien que la présidente demande à l'amant pourquoi, à un moment, quand il apprend que Delphine a disparu, pourquoi il appelle son ex-femme au téléphone, qui est encore sa femme à l'époque, pour lui dire que ce que tu as fait à Delphine. Parce que moi, cette phrase, je la comprends pas, en fait. Hein. Bon, je regarde le tweet de Mathieu Fourquet, du Nouveau Détective. On revient sur la nuit, la nuit du 15 au 16 décembre. Et donc, la présidente lui demande à 22h19, le 15 décembre, elle vous envoie une photo. Oui, avec sa petite nuisette blanche et rose. C'est la dernière photo que j'ai eue d'elle. Que dire de cette photo? Elle s'apprêtait à aller au lit. C'était une photo de l'instant présent. Ben non, elle s'apprêtait pas à aller au lit. Enfin, elle était peut-être... disons parce que en fait, elle regarde l'émission Un incroyable talent jusqu'à environ pratiquement 22h50. Donc théoriquement, elle est encore sur le canapé, en train de regarder l'émission avec son fils, je crois. Président, tu lui demandes, il y a aussi une histoire de photo que vous vouliez remettre à la presse. Oui, j'avais trouvé une photo de Cédric sur un site de rencontre, bien avant la disparition de Delphine. Tiens. Oui, parce que son argument à Cédric, c'est dire, oui, voilà, je voulais la rendre jalouse, donc moi aussi, je fréquentais les sites de rencontre. La présidente parle de l'homme entendu juste avant lui, David T, et d'un certain Clément, un autre homme rencontré sur une application de rencontre. C'était une fille très timide, répond Donna Jean M. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avant de le rencontrer, comme elle était inscrite sur différents sites de rencontre, c'est normal qu'elle était en dialogue avec d'autres hommes avant lui. Je vois rien d'exceptionnel. Maintenant, effectivement, dans le cadre de l'enquête, ça peut faire potentiellement des suspects. Hein. Genre un mec qui est conduit, qui le prend mal, il est à moitié taré. Bon, on ne peut pas écarter non plus cette éventualité. Donc Donna Jean M continue. Il m'a fallu comprendre ce qui s'était passé dans ma vie. J'ai mis un petit moment à accepter de me remettre avec quelqu'un. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Je suis bien entourée dans mon travail. Mes amis. Et l'amant de Delphine conclut. Aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que c'est Cédric Jubilard. Murmure et soupir de surprise dans la salle. Cédric Jubilard lève les sourcils et se redresse un peu, accoudé sur la vitre du box. L'audience est suspendue 20 minutes. Alors, je reviens avant cette suspension d'audience sur les tweets du Nouveau Détective. Donc, quand il dit quand Jean-Donna M dit que Delphine s'apprêtait à aller au lit à 22h19, à 22h54, vous dites « elle arrive ». Oui, c'est ma compagne qui devait venir se coucher parce qu'ils ont eu des échanges de SMS en fait entre 22h19 et puis pratiquement 23h. Donc à 22h54, en parlant de son ex-compagne, elle arrive. Ensuite, la conversation s'arrête. Après ce message, vous faites quoi? Je vais me coucher, je pense. Vous allez vous coucher seul? Non, sûrement avec Cathy, mais peut-être pas collé. Ah, c'est sûr que si... enfin bon, bref. M'abstiendrai. Aux gendarmes, vous ne dites pas que vous avez des relations plus qu'amicales avec elle? J'avais peur, j'étais perdue. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Dans ma tête, c'est le bordel. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Et vous ne dites pas la vérité. Ah oui, c'est-à-dire qu'au début, lorsque les gendarmes vont le contacter pour l'informer que Delphine a disparu, puisqu'ils ont retrouvé probablement son contact, il ne leur dit pas qu'en fait, il est l'amant de Delphine. Donc il dit « J'ai peur, je ne sais pas comment faire. Ce n'est qu'après que je comprends que tout est vrai et qu'il faut aider. Vous aviez peur de quoi? J'avais trompé Cathy. Avez-vous tenté de la joindre après sa disparition? Je l'ai contactée à 2 reprises, une fois directement, puis plus tard quand je broyais du noir. Aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que Cédric Jubilard a intenté à la vie de sa femme, conclut l'amant de Delphine. Ouais, enfin, il a contacté que 2 fois après sa disparition, c'est pas énorme non plus.
C'est bizarre qu'il n'ait pas plus insisté. Enfin, je sais pas. Et j'ai toujours pas compris pourquoi il dit à son ex-femme « Qu'est-ce que tu as fait à Delphine ?» Il y a quand même des trucs qui sont pas cohérents, je trouve. Après une courte suspension d'audience, les avocats généraux ont la parole. Les enquêteurs ont recueilli la domotique chez vous. La porte s'ouvre et se ferme à 22h11. Oui, accolé à la maison se trouve du bois qui sert à la cheminée. Il faut donc que je sorte pour prendre ce bois et alimenter le feu. Ouais, ça avait fait débat, effectivement, puisque dans un premier temps, la piste de l'amant avait été écartée parce que la maison qui est domotisée avait montré que personne n'était sorti la nuit de la disparition de Delphine, sauf à 2 reprises, et notamment là à 22h11, donc il explique que c'était pour récupérer du bois. Pareil, les portables n'ont jamais borné ailleurs qu'à leur domicile. Vous rencontrez Delphine sur un site extra-conjugal. Cette relation est-elle devenue exclusive? Oui, dès le départ. Alors ça contredit un peu le témoignage de son ex-femme qui avait l'air de sous-entendre que à la période où il côtoyait Delphine, il fréquentait également en parallèle d'autres femmes. Donc ça, on ne sait pas trop qui dit vrai ou faux, mais en tout cas, il n'a pas tout à fait la même version que son ex-femme. Il a l'air de dire que vraiment, Delphine, effectivement, c'était un coup de foudre et il comptait refaire sa vie avec elle. Sur votre vie après Delphine, vous avez un numéro que vous appelez beaucoup. Un homme prénommé Julien. Il s'agit de mon meilleur ami. Il y a un autre numéro d'une femme qui se prénomme Laetitia et qui est coiffeuse. Oui, c'est une demoiselle que j'ai rencontrée, que j'ai croisée après coup. Entre le 14 et le 16 décembre, était-elle déjà une amante? Non, mais elle me faisait du rentre-dedans. Comment a évolué cette relation? Bien après la disparition de Delphine, on a eu une relation qui a duré 1 semaine et que je ne voulais pas. Ouais, enfin, on l'a pas forcé non plus à avoir la relation. Je veux dire, c'est à l'insu de mon plein gré, quoi. Bon, en gros, ce serait arrivé après la disparition de Delphine. L'avocat général qui prend le micro, d'ailleurs, s'adresse à Donajan et lui demande donc de parler de sa vie et de ce qui a pu se passer après la disparition de Delphine, car, je cite, ça intéresse beaucoup la défense. Donajan doit s'expliquer sur ses relations avec une cliente, cette fameuse cliente du roi Merlin qui lui faisait du rentre-dedans. Il raconte donc une scène de février 2021. Elle est venue sur moi. J'ai dit « Désolée, je peux pas. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. J'avais l'impression de tromper quelqu'un. » Dit Donajan M. Avocat général, le 11 mars, vous avez un autre échange avec cette dame. Il est question d'un goûter. Elle vous dit qu'elle va vous masser, vous dites que ça va s'arrêter là. Elle est vexée et elle insiste. L'amant de Delphine précise concernant cette mini-relation d'1 semaine. On a regardé la télévision, elle s'est dévêtue, elle est venue sur moi, j'ai refusé, j'étais complètement bloquée. Un verrouillage complet. J'avais l'impression de trahir, de tromper. Alors, je ne sais pas qui avait l'impression de trahir, Delphine, qui était apparemment son grand amour, ou son ex-femme. Pour mémoire, Cédric Jubilard a eu des relations dès le mois de janvier 2021, tranche l'avocat général. La défense râle. Le magistrat ajoute « C'est vous, maître Franck, qui avez lancé ce concours de vertu. » L'avocat général poursuit en s'adressant à Donajan M. Vous écrivez donc à cette femme. Plus sérieusement, je suis content de te connaître, mais ça n'ira pas plus loin. J'ai perdu une personne très chère et je vais avoir besoin de me remettre. Donc là, je suppose qu'il fait allusion à Delphine. Donc ça, c'est le nouveau détective qui fait cette réflexion. Si la défense veut faire de Donajan une piste alternative, il va falloir qu'elle soit très bonne dans ses questions, car pour l'instant, il ressort que l'amant de Delphine était vraiment fou amoureux de Delphine et que sa disparition a réellement été vécue comme un traumatisme pour lui. Donc effectivement, il semblerait qu'il avait une véritable relation avec Delphine et qu'il souhaitait vraiment s'engager sérieusement avec elle.
Donc Cédric Jubilard, quant à lui, a eu des relations avec une femme dès janvier 2021. Et oui, donc c'est vous qui avez voulu lancer ce concours de vertu, lance l'avocat général d'avocat de la défense la semaine dernière. Ils ont dit que le témoin avait des relations avec d'autres femmes. Alors là, visiblement, il ne parle pas d'autres femmes, hein, il a l'air vraiment focalisé sur Delphine. Alors qui dit vrai, qui dit faux, ça, c'est un autre débat. Hein. Vous avez dit que Cathy était incapable de mentir quand on lui pose une question. Vous l'imaginez faire disparaître Delphine? Pas une seconde. Maître Schmani, en partie civile, demande « Combien d'heures par jour parliez-vous avec Delphine ?» On devait échanger 300 messages par jour et c'était exponentiel. 300 messages par jour, c'est énorme. On devait parler 4 heures par jour au minimum. Sortait-elle les chiens? Non, elle parlait de ce qu'elle faisait. Si sortir les chiens faisait partie de ses tâches quotidiennes, elle me l'aurait dit. Si elle sortait les chiens, elle m'aurait appelé. Encore plus si elle était sortie après s'être disputée. Maître Laurent Boguet poursuit. Avait-elle parlé du comportement de Cédric avec Louis? Elle m'avait fait comprendre que ses méthodes d'éducation étaient très compliquées. C'était noir, sombre. C'est une des raisons pour lesquelles elle voulait partir. Donc, question principale là, qui va être posée par Maître Laurent Boguet, donc avocat des parties civiles. Fréquentiez-vous des sites échangistes? Je vous remercie de poser cette question. Je ne pratique pas les clubs échangistes ni le darknet. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'ai été inscrit sur plusieurs sites, mais pas sur des sites tordus. Donc je ne sais pas d'où vient cette fake news qui a circulé depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines maintenant, où Donna Jean est considéré comme un type qui pouvait fréquenter des sites chelous sur le darknet avec pratique SM, etc. Lui, il dit que non. Maintenant, est-ce que c'est la vérité? Évidemment, est-ce qu'il faut le croire sur parole? Ça, j'en sais absolument rien, mais en tout cas, c'est pas du tout le même son de cloche que ce qui avait été dit. Et est-ce qu'il est réellement toxique, manipulateur, tel que sa première femme le dépeint? Je n'en sais absolument rien. En tout cas, lui, il certifie ne pas avoir fréquenté ce type de site, il fréquentait des sites de rencontres, tout ce qui est de plus classique en fait. Donc, qui croire, qui ne pas croire, ça, eh bien, on verra peut-être par la suite si on a des choses où on a des révélations. En tout cas, là, il a l'air de dire que non. Voilà, il concède quand même avoir été inscrit sur plusieurs sites de rencontres différents pour multiplier les chances, mais pas de sites bizarroïdes, qu'il qualifie de bizarroïdes. Maître Boguet, je vais aller plus loin. Avez-vous tué Delphine Jubilard? Non, je n'ai pas tué Delphine Jubilard, parce que sinon je voulais vous demander pourquoi, puisque c'était l'amour vers lequel vous tendiez. Vous n'avez donc pas de mobile? Non, la défense tourne la tête pour chercher un coupable. Ça me dérange. On prête attention à toutes les petites choses que j'ai pu dire, mais tous les propos que lui, en désignant Cédric Jubilard, peut tenir sont édulcorés. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il charge Cédric Jubilard à bloc. Ça, c'est évident. Vous confirmez que votre compagne n'a pas quitté la maison ce soir-là? Oui. Ça, c'est clair. Donna Jean M. Ce qui me dérange également, c'est que depuis le début, toutes les choses graves et concordantes qui sont sorties de la bouche de Cédric Jubilard ont été édulcorées, dit l'ex-amant de Delphine. Effectivement. Maître Batik, le 15 décembre, vous envoyez 3 messages à Delphine pour lui dire « Je t'aime ». On vous a arraché quoi cette nuit-là? La relation a été courte, mais j'étais certain que j'allais rester ma vie avec elle. C'est la première fois que je ressentais ça. La piste du djihad, vous en pensez quoi? Comme disent les jeunes, MDR, c'est une plaisanterie totale. Donc il indique la même chose pour l'embrigadement, soi-disant chez les témoins de Jéhovah, il n'y croit pas une seconde. Hein. MDR, comme disent les jeunes, la personne qui a lancé ces pistes voulait envoyer manifestement les enquêteurs vers la mauvaise direction. Maître de Caunes pour les parties civiles.
Pensez-vous que Delphine puisse être encore vivante? J'ai été dans le déni 2 bonnes années. Je pensais que c'était encore possible de la retrouver. Aujourd'hui, je pense que non. Maître Franck, avocate de Cédric Jubilard, se lève. Confirmez-vous que vous avez vu Delphine 14 ou 15 fois entre juillet et décembre? Ça a duré 4 mois et demi. Avez-vous constaté que Delphine portait des lunettes? Oui, bien sûr. Vous avez dit l'inverse, monsieur, à la gendarmerie. Ah ouais, donc ça y est, en fait, ça pinaille encore sur le fait que tu la connaissais pas tellement, parce que tu savais pas qu'elle portait des lunettes. Je crois qu'il y avait déjà, les avocats de la défense avaient déjà fait la remarque à un témoin, je sais plus, une femme qui était amie avec Delphine, et qui il lui avait dit, mais vous étiez même pas au courant qu'elle portait des lunettes? Bah oui, parce qu'elle était toujours avec ses lentilles. Enfin, bon, bref. Tout ça pour éloigner du véritable sujet, mais bon, c'est leur boulot, hein. Maître Franck, visiblement, vous suivez beaucoup les médias. Moi aussi, je vous ai écouté tout le mois d'août, monsieur. C'est passionnant. Vous avez de longues conversations avec Anne S. Vous connaissez tous les cancans. C'était pas passionnant, c'était surtout douloureux. Ah là, il a remis à sa place, hein, l'avocate. Il s'est pas laissé démonter, comme on dit. Donc, Maître Franck s'adresse à Donald Jean. En procédure, vous affirmez qu'il lui arrive de sortir voir les étoiles. Et vous dites, elle a regardé la pluie d'étoiles filantes seule la semaine avant sa disparition. Oui, et elle devait le faire près de chez elle. Ça, je n'en sais rien. Donc en fait, Maître Franck lit un procès-verbal sur la nuit des étoiles qui s'appelle les Perséides. Je ne connaissais pas le terme. Alors, tout de suite, l'amant, quelle est la question? Je vais pas y arriver. Quelle est la question? Interrompt l'amant. Elle arrive, ne vous inquiétez pas, regardez la cour, pas la peine d'essayer de m'impressionner en me regardant. Ça sert pas à grand chose, balance Maître Franck. Ah ça y est, ils commencent à s'échanger des joyeusetés, ils vont s'invectiver à travers la cour. Évidemment, elle va essayer de le piéger, hein, elle est dans sa posture d'avocate de la défense, hein, en même temps. Donc elle continue. Cédric et Delphine dormaient-ils dans le même lit? Il me semble que non. Vous avez dit l'inverse. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Ouais. Mais en gros, ça change quoi? Enfin, si, c'est évidemment, c'est un détail, mais est-ce que c'est ça qui va faire avancer le fait de savoir qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit? On sait que les jours avant sa disparition, elle avait pour habitude de dormir sur le canapé du salon alors que Cédric dormait dans la chambre conjugale. C'est un fait. Peut-être que si on remonte à plusieurs mois avant, ils dormaient encore ensemble. Et alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça change? Peut-être qu'à un moment, c'était Cédric qui dormait sur le canapé du salon et qu'ensuite, ils ont inversé. Mais encore une fois, je ne vois pas le rapport avec ce qui a bien pu lui arriver cette fameuse nuit. Mais bon, je pense qu'elle essaie de brouiller les pistes. Hein, voilà. Donc, elle dit, vous avez dit l'inverse, monsieur au gendarme. Je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Je n'ai pas relu mes déclarations. C'est normal, monsieur. Vous ne vous êtes pas constitué partie civile. Vous n'avez donc pas accès au dossier. Ah oui, ouais. Parce que là, en fait, elle sous-entend, il y a certains proches de Delphine qui ne font pas que témoigner au procès. Ils se constituent partie civile. Et elle sous-entend que le mec, il n'est pas si attaché à Delphine parce qu'il ne s'est pas constitué partie civile et qu'il est simplement entendu en tant que témoin. Voilà. Et donc, elle veut essayer, je pense, de remettre en cause le fait que c'était réellement une véritable histoire d'amour, qu'elle ait débouché sur une relation sérieuse. Voilà. Elle essaie de sous-entendre que finalement, le fait qu'il ne se soit pas constitué partie civile, ça veut peut-être dire qu'il ne se sent pas si impliqué dans cette affaire. Globalement, le divorce était conflictuel ou à l'amiable? Vous avez dit que le divorce se passait bien. Elle cachait bien son jeu. Vous n'en savez rien. Cédric Jubilard avait-il accès au code du téléphone de Delphine? Je ne vois pas comment il aurait pu avoir son code, mais tout est possible. Vous dites il ne pouvait pas le déverrouiller. Elle avait changé son mot de passe. Allez, c'est reparti. Il y a quand même, je crois, la semaine dernière, il y a une amie de Delphine qui avait suggéré l'idée, je crois, ou un proche, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, qui avait suggéré l'idée
que Cédric aurait pu voir tout simplement le code de PIN de Delphine en étant derrière elle, ou que ça aurait pu se refléter par une vitre. Enfin, c'est pas trop compliqué quand tu vis avec quelqu'un et que tu le surveilles un peu de le voir faire un code pour déverrouiller un téléphone. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus étrange, moi je trouve. Hein. Puis c'est pareil, il parle, l'avocate de la défense parle de mot de passe. On parle pas de mot de passe pour déverrouiller un téléphone, on parle de code PIN. Après, souvent, il y a plusieurs façons de déverrouiller le téléphone. Tu peux utiliser le code PIN, tu peux utiliser un schéma, tu peux utiliser la reconnaissance faciale, tu peux utiliser l'empreinte digitale. Souvent, c'est les deux, enfin, toutes ces méthodes sont combinées ensemble. Donc, je vois pas où elle veut en venir. Si elle veut en venir au fait que, soi-disant, il n'avait pas connaissance de son code et donc ça peut pas être lui ensuite qui a appelé manuellement le matin à 6 h, etc. Patati patata. Maître Franck. Alors, Maître Franck, la coiffeuse, ce que je note, c'est que ça n'a pas intéressé les gendarmes, sinon vous faites ce que vous voulez de votre vie. Vous l'avez contacté 8 fois entre le 14 et le 16 décembre 2020. Je ne pense pas que c'était pour prendre rendez-vous chez le coiffeur. Ah oui, donc là, elle remet une couche sur la relation qu'il a eue après la disparition de Delphine avec cette femme, soi-disant qu'il lui faisait du rentre-dedans. Donc elle essaie de dire qu'en fait, la relation aurait été plus étoffée que ce qu'il veut bien le dire. Donc ensuite, fréquentez-vous des sites fétichistes? Non. Savez-vous qu'il y a dans le dossier un procès-verbal qui fait état de cette application Dirty Tinder et qui dit « Il semble s'être rendu sur des sites de rencontres à dominante fétichiste ». Donc là, elle fait allusion au Darknet et donc au site Dirty Tinder. Vous dites que vous ne le connaissez pas. Le rapport dit celui-ci s'est rendu sur des sites fétichistes et son nom apparaît sur un site du Darknet fétichiste. Alors qu'il soutient ne jamais être allé sur des sites louches du Darknet. Hein, et ça, c'est parole contre parole. Hein, mais apparemment, les PV procès-verbaux mentionnent qu'effectivement, il s'est quand même rendu sur ces sites. Après, ils sont là, ils vont pinailler en fait sur sa sexualité, alors que c'est pas forcément. Enfin, si, ça fait partie du sujet, mais bon, c'est pas le sujet principal. Aujourd'hui, quand vous dites le mot machine à laver, on tombe sur des pubs. Quand on s'inscrit sur des sites de rencontres, on est automatiquement inscrit sur d'autres sites. Ouais, ça c'est vrai aussi. On peut être inscrit sur d'autres sites sans forcément l'avoir voulu. Donc, concernant les machines à laver, vous avez 15 pubs pour des machines à laver, rateur clamant. Je pense pas que ce soit en tapant machine à laver que vous soyez tombé sur ce genre de site. Balance Maître Franck, c'est pas faux. Là, j'avoue que c'est pas, tu vas pas taper machine à laver, tu vas pas tomber sur un site spécial en tapant juste ce mot. Mais bon, après. Maître Franck, avez-vous fréquenté des sites échangistes? Non, cela ne m'a pas traversé l'esprit. Elle cite pourtant un procès-verbal où il propose à Delphine d'aller en club s'exhiber. Seulement, mais pas pour être prêté. Ah, j'adore les termes, ça fait vraiment chosification. Bref, en fait, vous avez peut-être des délires à vouloir aller dans des sites, je sais pas, enfin, dans des clubs de rencontres libertins, exhibitions. Après, c'est pas parce que tu en parles comme ça dans des messages, et encore, c'est leur vie privée, quand bien même, que tu passes forcément à l'acte, que tu concrétises la chose. Et quand bien même ce serait le cas, encore une fois, ça n'a pas de rapport avec sa disparition cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Alors, la phrase exacte la phrase exacte qu'il indique dans son SMS quand il envoie ça à Delphine, c'est vivement, parce qu'on est en période de confinement, hein, souvenez-vous, on est à la fin du 2e confinement et il va y avoir un couvre-feu. Et je me souviens à l'époque, on disait, je crois qu'il disait, oui, les clubs échangistes libertins vont réouvrir, mais il faudra quand même, les gens ironisaient en disant, mais comment ils vont faire pour respecter les distances de sécurité? Est-ce qu'il faudra mettre un masque? Ah, qu'est-ce que c'est drôle. Enfin, je me souviens de cette petite anecdote. Donc, il lui dit vivement à l'ouverture des clubs, on va s'exhibitionner. Et vous dites que c'était juste pour se montrer.
On a joué, alors il répond, on a joué de manière très métaphorique. Voilà, c'était juste des allusions, mais peut-être sans réelle intention de passer à la... Maître Franck, donc là, elle va mettre, elle va appuyer là où ça fait mal. Votre ex vous a traité de pervers narcissique. Elle dit que vous la rabaissiez, faisiez des réflexions sur son poids et sur ses vêtements. Je vous remercie de poser la question, mais je vous en prie, monsieur. J'avais des exigences sur le partage des tâches, répond l'amant à propos de son ex. On sortait régulièrement, je mettais un pantalon et une chemise, Cathy mettait des choses très simples. Donc oui, j'aurais aimé qu'elle mette des choses plus féminines. Murmure sur les bancs. Donc question de maître Franck. Vous étiez proche des gendarmes? J'ai fait en sorte de les aider du mieux que je pouvais. À force de répondre à des questions, les discussions étaient plus cordiales. Quand vous y êtes allé pour prélever l'ADN, ils vous ont rassuré. Vous avez dit « Je n'y vais pas comme suspect, mais ils ont besoin de mon ADN. » Êtes-vous suspect? Je n'ai jamais eu ce sentiment. Les gendarmes non plus. Non. Les gendarmes n'ont jamais eu ce sentiment non plus. Oui. Ok. Bah oui, donc bah, c'est normal, hein, il faisait partie de l'entourage de Delphine, donc ils lui ont prélevé son ADN, et puis voilà. Je crois qu'il y avait eu des rumeurs hein, qui disaient qu'il était un peu en accointance avec les gendarmes, et qu'il était au courant de certaines choses, alors qu'il n'avait pas accès au dossier, parce qu'il n'est pas constitué partie civile, mais que certains gendarmes qui connaissaient un peu, lui auraient fourni des infos sur les procès-verbaux, etc. Et ça avait fait polémique, il me semble. Vous êtes-vous rendu à Cagnac-les-Mines ce soir-là? Je ne suis jamais allée à Cagnac ce soir-là, donc la fameuse nuit de la disparition de Delphine. La défense a un point à développer de 5 minutes à ce sujet, autour de la téléphonie. Maître Martin revient. Les enquêteurs ont étudié les téléphones de rôdeurs autour de la maison des Jubilards. Comment expliquer que dans ce listing se trouve votre numéro entre 22 h et 6 h du matin? Je ne sais pas quoi répondre, j'étais chez moi. Bon, bah là, je comprends rien. Hein. Soi-disant que le téléphone... Bah, je pense pas. Ce qu'il dit là, c'est en contradiction avec ce que disent les enquêteurs, à savoir que ni le téléphone de l'amant de Delphine, ni le téléphone de la femme de l'amant n'ont borné en dehors de leur domicile cette nuit-là. Donc là, je comprends pas, balance un truc comme ça. J'ai un peu envie de dire, c'est peut-être du même acabit que le portable de Cédric Jubilard qui borne à 17 reprises, hein, soi-disant, à proximité d'un hameau, hein, le hameau de Cazoul, au niveau du bois de Mirandole. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas de coordonnées GPS, mais de coordonnées YouTube. Enfin bon, bref, la grosse fake news qui a mis à mal quand même... une des principales thèses de l'accusation. Donc là, est-ce que c'est du même ressort? Je n'en sais rien, mais c'est pas clair du tout. D'ailleurs, je pense que Maître Martin avait demandé à la présidente, permettez-vous de faire un développement de 5 minutes. La présidente a quand même refusé et a dit, interrogez-le là-dessus. Donc ça montre un peu l'ambiance qu'il peut y avoir au sein du tribunal. Alors, Maître Franck ajoute, cet élément a été volontairement retiré du dossier par les gendarmes. Hein? What the fuck? What? Comment ça, retiré du dossier? Bah, soit, effectivement, son portable a borné à proximité du domicile des Jubilards. Dans ce cas-là, il a borné. Soit il n'a pas été géolocalisé. Dans ce cas-là, il n'a pas été géolocalisé. Quand même, je sais pas, ils nous disent depuis le début, non, le portable... de l'amant et de sa femme n'a pas borné, n'a pas été géolocalisé en dehors de leur domicile. Et là, la défense nous dit si, ça a été géolocalisé, mais ça a été retiré du dossier. Je comprends absolument pas. Hein. C'est un vrai élément troublant que sort ici la défense. Cet élément n'était jusqu'ici jamais sorti. Non mais attends. C'est pire qu'une série Netflix. De toute façon, c'est truffé de rebondissements. Bientôt, on va nous dire qu'ils ont repéré l'amant qui était carrément dans le pavillon avec Cédric en train de fomenter une machine. Enfin, c'est n'importe quoi. En fait, ils veulent sous-entendre par là, les avocats de la défense, que les gendarmes se sont focalisés tout de suite sur la piste Cédric et qu'ils ont abandonné toutes les autres pistes, même s'il y avait des éléments
qui pouvaient contredire cette thèse. Mais bon, là, si effectivement il a été borné à proximité du domicile des jubilats et que ça a été retiré des PV, des procès-verbaux, là je comprends plus rien. Maître Martin, les enquêteurs ont étudié les téléphones d'éventuels rôdeurs, donc ils ont fait une liste quand même de pas moins de 4737 numéros, ça paraît énorme, puis ont réduit ce nombre à 551. Comment expliquez-vous que page 6, ligne 12, il est mentionné un numéro abonnement Donna Jean M. Ah, abonnement. Je ne comprends pas bien la question, dit Donna Jean. Comment expliquez-vous que votre téléphone va capter une cellule téléphonique qui couvre le domicile du couple jubilaire entre 22h et 6h du matin? Réponds, j'étais chez moi. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Bon, alors, est-ce que c'est pas encore une histoire, hein, parce que moi, je me méfie de ces trucs de géolocalisation. Est-ce que c'est pas encore une erreur, ou un faux positif, ou un faux négatif, j'en sais rien, mais qu'en réalité, son téléphone est toujours resté chez lui. Attendons la suite. Donc, avec un certain aplomb, Jean Donat répond « Je suis ravi de voir que les avocats de Cédric sont experts en téléphonie », répond l'amant de Delphine, bras croisés. Ouais, donc en fait, ils sous-entendent que ils sortent ça un peu de leur chapeau, pochette surprise, mais qu'en fait, le dossier ne révèle absolument pas que son téléphone a borné à proximité du domicile des jubilats, un peu comme quand l'accusation, je ne sais plus si c'était la première semaine ou la deuxième semaine du procès, avait fait intervenir ce fameux pseudo-expert en téléphonie qui s'était fait complètement laminer parce qu'il racontait n'importe quoi, qu'il avait confondu les coordonnées GPS avec des des coordonnées latitude, longitude, ce qui n'avait absolument rien à voir. Donc bon, hein, c'est vrai que c'est pas très clair là à ce niveau-là. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais Maître Franck affirme que des réquisitions... Donc là, on va encore rentrer dans les détails techniques, on va rien comprendre. Donc, affirme que des réquisitions ont été faites pour 216 numéros bornant sur cette cellule et que tous figurent dans une liste, sauf celle qui concerne Donna-Jean Maquet. Ah bah là, il y a carrément le nom, ça y est. Le nom de l'amant de Delphine est donné, mais bon, on l'avait déjà, hein, mais en tout cas, elle est donnée, c'est Donna Jean Maquet. Maître Franck parle de procédure altérée. Voilà. Réponse de l'amant. Je suis ravie de voir que les avocats, bon ça j'ai dit, sont experts en téléphonie. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Si on peut même plus se fier au dossier d'instruction, avec la téléphonie, bon, bah, je sais pas à qui on peut se fier, hein, finalement. Parce que là, il y en a un qui dit qu'il n'a pas quitté le domicile, que le téléphone n'a pas borné. Enfin, en tout cas, c'est ce que révélait l'enquête de gendarmerie. Et puis là, on nous dit, mais non, en fait, il y a des données, blablabla. Donc, on ne sait pas. Je pense qu'informatiquement parlant, ce qui a été relaté a forcément une explication. Ajoute encore le témoin. Oui, c'est encore du même acabit que les données de géolocalisation qui étaient confondues par le pseudo-expert avec des données, des données latitude-longitude qui ont été confondues avec des données de géolocalisation. Bon, si on est dans le même schéma. L'audience est suspendue jusqu'à 14 h. Donc l'audience reprend, mais avant de reprendre, il y a plusieurs tweets de Cécile Olivier qui sont très intéressants. Puisque, voilà, suite au coup de théâtre, comme quoi les avocats de la défense sous-entendent que le portable de l'amant de Delphine aurait borné la nuit de sa disparition à proximité du domicile des jubilats, alors qu'il a toujours été dit que son portable, comme celui de son ex-femme, avait toujours été localisé chez eux cette nuit-là. Et là, coup de tonnerre, on nous dit « Ah non, attention !» des preuves indiquent qu'il aurait borné à côté de la maison des jubilats. C'est à ne rien y comprendre. Hein. Ce n'est pas sans rappeler la semaine dernière, la première semaine où l'accusation avait indiqué que le portable de Cédric avait borné à 17 reprises dans le bois de Mirandole, hein, au niveau du lieu dit Cazoul, alors qu'en fait un expert avait confondu les données de géolocalisation GPS avec
les données de latitude et de longitude, ce qui est quand même assez aberrant. Et là, on est un peu sur le même cas de figure. Donc, qu'est-ce que nous dit Cécile Olivier? Tout le monde est sous le choc et essaie de comprendre cette affaire, cette nouvelle. À la sortie, les avocats de Cédric Jubilard redisent que le téléphone de l'amant a déclenché une cellule à Cagnac-les-Mines entre 22h et 6h, que son téléphone était donc sur place. Alors attention, hein, c'est un peu comme la première semaine avec le portable de Jubilard. On ne nous dit pas, oui, le portable a clairement été géolocalisé. On nous dit qu'il a déclenché une cellule. Donc déjà, on commence à employer du jargon assez technique et abstrait. Bon. Voyons ce qu'ils disent d'autres. En outre, disent les avocats, les gendarmes ont discriminé 216 numéros ayant déclenché cette cellule cette nuit-là à Cagnac. On fait des réquisitions pour ces 216 numéros et l'un d'eux, le numéro 129, celui de Donajan, a disparu de la liste. C'est-à-dire ils auraient borné 216 numéros, ils ont fait des réquisitions pour ces 216 numéros et que soi-disant le numéro appartenant à Donajan, il a disparu de la liste. Donc c'est pour ça qu'ils parlent de procédure altérée. La chose incompréhensible, c'est que selon l'enquête, effectivement, le téléphone de Donajan n'a jamais bougé de Montauban la nuit du 15 au 16 décembre. Alors qui croire? À la reprise, un avocat de la partie civile accuse la défense de fonctionner par syllogisme. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Ok. Ok. C'est vrai que c'est pas clair du tout cette histoire, mais bon. Donc reprise de l'audience à 14h, Maître Boguet, avocat des parties civiles, indique selon lui, la presse a crié trop vite au coup de théâtre, Maître Batic, si on est sûr de notre coup du côté de la défense, pourquoi ne pas avoir pointé ça au moment de l'instruction? On aurait pu en débattre, solliciter des experts. Maître Decaune, la défense est experte en accusation, point d'exclamation. Il propose qu'on fasse revenir les enquêteurs pour parler de ce fameux procès-verbal qui aurait soi-disant disparu. Donc, suite à la reprise d'audience, Maître Franck en remet une couche, elle prend la parole, explique que la ligne téléphonique de l'amant aurait bien borné à Cagnac-les-Mines dans la tranche horaire allant du 15 décembre 22h au 16 décembre 6h. C'est pile la plage horaire qui intéresse les enquêteurs, puisque c'est pile la plage horaire, on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite et ce qu'il est advenu de Delphine. Elle affirme que cette exploration a été retirée du dossier, comme par hasard. Dans le dossier, la seule ligne qui manque est celle concernant le téléphone de l'amant. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont isolé 216 lignes, apparemment, soi-disant. Et puis, il y en a une, la 129, qui n'aurait pas fait l'objet de réquisition. On va savoir pourquoi. Bah, évidemment, selon la thèse de la défense, pour protéger l'amant. Voilà. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, dans le dossier, la seule ligne qui manque est celle concernant le téléphone de l'amant. Le procès-verbal est manquant, c'est donc une atteinte grave à la procédure. Maître Pressec en partie civile, la défense utilise de faux syllogismes. Si vous demandez qu'on vous en donne acte, comme si c'était quelque chose d'acquis, je demande à la Cour que soient réentendus les enquêteurs ou demander à un expert de donner un avis sur ces éléments. C'est marrant, c'est exactement le même procédé qu'avait employé l'accusation, les avocats des parties civiles, pour expliquer que le portable de Jubilard est borné à 17 reprises. Et là, on dirait qu'à côté de la défense, il se passe exactement la même chose. C'est assez déroutant. Maître Boguet prend la parole. Les médias ont relayé qu'il pouvait s'agir d'un coup de théâtre, qui n'en est pas un. La défense explique qu'on a oublié un numéro, mais les gendarmes ont réalisé l'exploitation du téléphone de l'amant et de son épouse dès le 16 décembre. Le pénaliste toulousain fait une longue démonstration. Pour résumer, on comprend que la nuit des faits, le téléphone de l'amant est connecté à sa borne Wi-Fi. Donc, a priori, s'il est connecté à sa borne Wi-Fi, c'est qu'il n'est pas sorti du domicile. À moins que, bon, a priori... Maître Batic demande, mais quel sérieux apporter aux éléments de la défense? Si cela avait été sérieux,
il y avait une instruction pour en débattre. Si cela n'a pas été débattu lors de l'instruction, c'est que cela a été fait à dessein pour faire justement un coup de théâtre. C'est-à-dire, ils auraient fait un coup de poker, quoi, en fait. Ouais, donc moi, personnellement, ça ne m'étonnerait pas que les avocats de la défense, ils essaient de noyer le poisson, c'est-à-dire ils montent en épingle un État qui n'en est pas réellement un, et en fait, il peut clairement s'avérer que le portable de l'amant n'a jamais borné en dehors de son domicile. Je pense qu'ils essaient de faire un espèce de monter en épingle quelque chose pour justement qu'on parle pas du véritable sujet. J'imagine. Maître de Caunes ajoute, la défense est experte en accusation, elle accuse l'amant, la femme de l'amant, et maintenant les forces de gendarmerie d'avoir volontairement, c'est un complot, c'est un gigantesque complot, d'avoir volontairement retiré la procédure des éléments, ce qui est un crime, ce qui est très grave. La défense pouvait soumettre ces éléments aux témoins qui sont venus à la barre. On essaye d'utiliser des non-dits, je suggère que l'on fasse revenir les enquêteurs. Maître Martin en défense, le principe est l'oralité des débats. Nous attendions de voir comment l'amant allait réagir. C'est une pièce du dossier et non un expert sorti du chapeau. Alors ça, c'est en référence au pseudo-expert à la retraite qui s'était présenté, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième semaine d'audience, pour dire que le portable de Cédric avait borné à 17 reprises, alors qu'en fait, il avait confondu les données GPS avec des données de, comment on appelle ça, de localisation, latitude, longitude. Et allez hop, un scud dans la figure. Un scud. Un uppercut, voilà. C'est une pièce du dossier et non un expert sorti du chapeau. Si l'amant avait répondu qu'il s'était rendu à Cagnac, nous n'aurions pas déposé ses conclusions. Alors, Maître Franck précise que le 15 décembre, Delphine Jubilard est à Albi, échange des snaps et cela ne permet pas de la géolocaliser. Faisons venir le gendarme qui a rédigé ce procès-verbal. Demandons-lui s'il est bien l'auteur du bordereau dans lequel il manque une pièce de procédure. Donc, Maître Boguet, un des avocats des parties civiles, estime qu'il y a 4 ou 5 experts à qui on aurait pu adresser ces questionnements, regrettant que la défense ne l'ait pas fait. Quel sérieux accorder à ce qui nous a été dévoilé comme un coup de théâtre par la défense? Il y a une instruction qui est là pour ça. Et si besoin, on dit qu'il y a un problème dans le dossier. On a 4 années d'instruction dans le dossier, estime Mourad Batik. Effectivement. Maître Martin, je n'ai plus confiance dans les gendarmes, voilà. Je souhaiterais qu'une personne qui n'est pas gendarme aille récupérer la liste des numéros de téléphone. En attendant que la Cour délibère sur cette demande, l'audience continue comme si de rien n'était et c'est un peu lunaire pour le coup. Maître Martin ajoute, ça va faire sursauter, donc je n'ai plus confiance dans les gendarmes. Donc il veut que des personnes extérieures interviennent pour récupérer le fameux le dossier, le procès-verbal 129 qui correspondrait au numéro de téléphone de l'amant. Donc on va maintenant entendre, là c'est aussi intéressant, l'autre aspect intéressant de la journée, on va entendre les voisines du couple Jubilard qui ont entendu des cris dans la nuit 15 au 16 décembre 2020. Une première dame s'avance, elle est auxiliaire. Donc la présidente l'interroge. Que souhaitez-vous nous dire? Rien de particulier. Ah bon. C'est quand même elle qui a entendu Delphine, enfin, une femme crier aux alentours de 23 heures et qu'elle attribue ça à Delphine. Bref. Avez-vous quelque chose à dire? Non. La présidente la questionne. Connaissiez-vous le couple Jubilard? Sachant qu'elle habitait, je crois, à 130 mètres de la maison des Jubilards. Non, j'avais juste croisé monsieur Jubilard au bureau de tabac avec ses chiens très bien dressés. Êtes-vous loin de la maison des Jubilards? Justement, notre maison se trouve plus bas que la maison des Jubilards. Il y a 130 mètres entre votre maison et celle du couple. Oui, je pense à peu près. Alors, je fais une aparté concernant la précédente, l'espèce de coup de théâtre là, avancé par les avocats
de la défense, il y a un avocat qui, voilà, Mourad Bati, qui revient là-dessus et qui dit « Je ne reprocherai pas à la défense de ne pas avoir été travailleuse, elle a été exceptionnelle. Si cela n'a pas été débattu pendant le temps de l'instruction, c'est à dessein, considère-t-il. Si c'est découvert avant l'audience, mettons-le au débat dès le premier jour et on soumet aux experts. Or, on passe à la moulinette les conclusions aux experts, et là, on n'attend pas la dernière question de M. Donajan, et bon coup de théâtre. » Ouais, donc il sous-entend en fait que les avocats de la défense qui auraient eu connaissance de cet élément et attendu vraiment la toute fin de l'instruction, c'est-à-dire les dernières questions posées à l'amant pour balancer le pavé dans la mare. Et donc, il leur est reproché de ne pas en avoir parlé plus tôt et que c'était fait exprès. Donc, je reviens sur le témoignage donc, des deux voisines qui auraient entendu des cris de femmes stridents aux alentours de 23 h. Donc, c'est une mère et sa fille, je crois. Donc, elle explique « On regardait Retour vers le futur avec mon mari. Vers 23 h, je sors fumer une cigarette. Tout était très calme, peut-être à cause du confinement. » Parce que je crois que c'était le dernier jour du deuxième confinement et que le lendemain, on passait à un couvre-feu. Alors, je ne sais plus à quelle heure était le couvre-feu. C'était 19 h, 20 h ou 18 h, bref. C'était à la toute fin du deuxième confinement. Donc, tout était très calme, peut-être à cause justement du confinement. J'ai entendu des cris. Ma fille m'a rejointe et toutes les deux, on a entendu des cris, une voix féminine. Donc, elle va fumer sa cigarette au moment où il y a une pause publicitaire. Et c'est au moment, la fameuse scène de Retour vers le futur, où Marty McFly joue son solo de guitare sur la scène. Donc, elle indique qu'on a entendu aboyer. Je me suis dit que c'était une dame qui séparait des chiens. C'était des cris de peur. Il y avait aussi des couinements de chiens, comme quand on donne un coup à un chien. J'ai un peu avancé jusqu'à ma boîte aux lettres, j'ai rien vu. J'ai très peur des chiens. J'ai dit à ma fille, viens, on rentre, et on est rentré. Donc, est-ce que ces voisines, finalement, n'auraient pas entendu de loin une dispute éclatée entre Cédric et Delphine, que ça aurait dégénéré, qu'il se serait passé des choses violentes, ce qui expliquerait pourquoi les chiens auraient couiné, parce qu'ils auraient assisté aussi à la scène, et ce qui expliquerait les cris de peur. C'est une éventualité. Hein. C'était vraiment des cris de peur. Donc la présidente note que le solo de guitare du film a lieu entre 22 h 51 et 22 h 55. La télé se trouve où dans la maison par rapport à l'endroit où vous allez sortir? Juste derrière le mur du couloir d'entrée. Quand vous sortez, vous avez le paquet de cigarettes dans la poche. Il était dans la cuisine. Prenez-vous le temps de vous habiller? Non, je devais déjà porter un petit gilet. À ce moment-là, le quartier est calme et c'est après avoir allumé votre cigarette que vous entendez les cris. Il s'est passé 1 ou 2 minutes avant que j'entende les cris. Le 17 décembre, vous n'aviez pas la même version. Vous disiez « Je fumais tranquillement. Pendant que je criais, j'ai entendu des cris. » Non, pendant que je fumais, il y a marqué pendant que je criais, mais je pense que c'est une erreur. J'ai entendu des cris, puis quand je suis sortie, les cris étaient déjà présents. Pourquoi? Je ne l'explique pas, je maintiens la version d'aujourd'hui. Combien de temps avez-vous entendu crier? Peut-être 5 minutes. Vous aviez dit d'abord entre 5 à 10 minutes, puis 10 minutes. Les cris étaient-ils continus? D'abord j'ai dit continu, mais à la fois j'ai eu l'impression que la personne essayait de reprendre son souffle. Vous aviez dit que ces cris avaient diminué en intensité avec le temps qui passait. Au début, ils étaient forts. Je ne sais pas s'ils ont diminué, je ne m'en souviens pas. Je me souviens juste que quand on est rentré, les cris étaient encore là. J'avais peur. De quelle taille étaient les chiens? J'ai eu l'impression qu'il y avait un chien plus adulte et un plus jeune. N'importe quoi, dit ma voisine, entre parenthèses. Ça devait être des chiens de taille moyenne. C'est vrai que son témoignage, il est un peu alambiqué. Hein. Ouais, parce qu'en fait, son témoignage, il est quelque peu... il n'a pas l'air très, très clair. Et les avocats de la défense risquent de s'engouffrer dans la brèche pour dire « Mais attention,
à 22h55, Delphine était encore en train d'envoyer des messages à son amant. Donc, si ses voisines ont entendu des cris à 22h55, ça ne peut pas être Delphine parce qu'a priori, aucune dispute entre elle et Cédric n'avait encore éclaté. Et là, c'est pour ça qu'elle dit oui, mais en fait, au début, c'était plusieurs 23h. Après, j'ai entendu 10 000. Mais enfin, c'est vrai que le témoignage n'est pas très clair. Mais bon. Donc, on reprend. Aviez-vous déjà entendu de tels cris? J'ai déjà entendu des cris quand je vois une araignée, de peur dans les films, de ma collègue car elle a très peur des mulots. Entre parenthèses, ça c'est une réflexion du journaliste du Nouveau Détective. Je sais, c'est encore lunaire, c'est l'après-midi, décidément. Voilà, parce qu'au début, la témoin dit qu'elle est plus sortie vers 22h55. Les avocats de la défense de Cédric se sont engouffrés en disant oui, mais à cette heure-là, elle était encore en train d'envoyer des messages à son amant. Et là, elle dit maintenant que c'était plutôt aux alentours de 23h pendant la pause publicitaire du film Retour vers le futur, au moment où Marty joue de la guitare. Ah non, donc c'est pas pendant la pause pub, mais c'est au moment où il joue son solo de guitare. Donc moi, je sais pas à quelle heure c'était, mais apparemment, ça aurait été aux alentours de 23h. Donc c'est là que la présidente rajoute, précise que les enquêteurs ont demandé une réquisition auprès de TF1 pour connaître l'horaire exact de la diffusion du film. Il semblerait qu'il était entre 22h51 et 22h59. Donc il n'était pas encore 23h. Eh oui. Donc c'est pour ça que son témoignage n'étant pas ultra clair, les avocats de la défense risquent de la discréditer assez facilement. Bref, alors quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites? J'étais un peu perturbée par la bagarre de chiens. Je suis allée me coucher. Avez-vous envisagé d'appeler la gendarmerie? Non, je pensais que c'était une bagarre de chiens. Donc il y a quand même pas mal d'incohérences parce que le 17 décembre 2020, lorsqu'elle fait part de ce qu'elle a entendu aux gendarmes, lorsqu'elle apprend la disparition de Delphine qui était du voisinage, les gendarmes lui avaient demandé si les cris étaient déjà présents quand elle était sortie, c'est-à-dire avant 23h. Elle avait dit oui, et dans ce cas-là, ça avait posé question puisque à ce moment-là, jusqu'à 22h55, Delphine était encore en train d'envoyer des messages à son amant, donc il ne pouvait pas y avoir eu de cris stridents provenant d'elle suite à une dispute parce qu'elle n'avait pas encore eu lieu. Alors qu'aujourd'hui, elle change de version, elle dit, et elle est formelle, selon elle, les cris ont commencé après qu'elle soit sortie, donc c'est-à-dire après 23h, donc potentiellement, là, c'est vraisemblable, c'est-à-dire que Delphine envoie les derniers messages datent de 22h55, donc à partir de 23h, oui, une dispute aurait pu éclater entre elle et Cédric, et là, effectivement, elle aurait pu entendre des cris qui étaient en provenance de Delphine. Donc elle explique quand même qu'elle n'a pas appelé la gendarmerie parce qu'elle pensait que c'était une bagarre entre chiens. Elle s'est quand même posé la question plusieurs fois. Et elle dit, je me suis dit que c'était une bagarre de chiens, que la dame essayait de les séparer. Je me suis donc dit que je n'allais pas appeler la gendarmerie pour si peu. Donc après c'est un peu lunaire puisque la voisine va disserter longuement sur la race qu'auraient pu avoir ces chiens dans ce qu'elle décrit comme une bagarre de chiens. Ce n'étaient pas des bergers allemands, mais ce n'étaient pas des pékinois, précise-t-elle. Peut-être que c'était des charpais, hein, la race de chiens que le couple possédait. La présidente lui demande si elle avait déjà entendu de tels cris. J'ai déjà entendu des cris. Bon, ça, j'ai déjà dit. Mais c'est parce que je lis les posts d'un autre journaliste, donc du coup, je fais plein de redites. Et du coup, la vidéo va être super longue. Et du coup, je ne sais pas si vous allez arriver jusqu'au bout, mais enfin bon. Voilà, je fais au fur et à mesure. Donc, elle dit, oui, j'ai déjà entendu des cris quand je vois une araignée, comme j'ai très peur des chiens aussi, et des cris de peur dans les films, des cris de ma collègue, parce qu'elle a très peur des mulots. Avez-vous entendu des paroles comme « au secours » interroge la présidente. Absolument pas. Rétorque Nora A. Donc, maître Franck en défense. Aucun voisin proche des Jubillards n'a entendu les cris. Mais vous étiez la seule à l'extérieur, sur le rodatage. Vous êtes sûr que vous sortez quand le personnage joue de la guitare? Ça y est, je sens qu'il va pinailler sur les détails. C'est parti. Oui.
donc entre 22h51 et 22h55. Mais attention, car cela dépend du diffuseur. Pour les gendarmes, c'est entre 22h49 et 22h53. Vous dites avoir allumé votre cigarette et 2 minutes après avoir entendu les cris. Oui. À la reconstitution, une gendarme a crié. Vous aviez dit « ce n'était pas des cris comme ça ». Et ensuite, vous avez dit « j'ai l'impression que la personne n'était pas située au même endroit ». Oui. Laurent Boguet lui demande si elle a bien entendu des cris de femme et pas des cris d'homme, elle confirme. L'avocat lui demande si elle est d'accord pour considérer qu'on n'a pas affaire à un seul chien et qu'ils étaient au moins 2. Oui, répond la témoin. Emmanuel Franck note qu'elle est la seule dans le quartier à avoir entendu ces cris. Donc Maître Franck, comme je l'ai dit précédemment, note qu'elle est la seule dans le quartier à avoir entendu ces cris. La présidente projette les photos d'une reconstitution lors de laquelle une gendarme a crié devant la maison des Jubillards à la demande de la défense. Nora A. avait déclaré à l'époque avoir l'impression que la personne n'était pas située au même endroit. Alexandre Martin rappelle qu'à la base, elle a cru à une bagarre de chiens. J'imagine que c'est son chien qui se bat avec un autre chien, se rappelle-t-elle. Maître Alexandre Martin note qu'elle a conclu lors de sa déposition du 2 janvier 2021 « Pour moi, ce n'était pas une agression, je n'ai pas parlé de ça à mon mari. » Bah oui, parce que c'est-à-dire quand elle a entendu des aboiements de chiens, enfin des couinements de chiens et des cris de femmes, pour elle, c'était lié à une bagarre entre chiens et une femme qui tente de séparer les chiens. Donc au début, elle n'a pas conclu à ce que c'était une agression. C'est seulement après qu'elle ait appris la disparition de Delphine, qui habitait donc à 100 mètres de chez elle, qu'elle a fait le rapprochement. Mais au départ, qu'elle pense que c'est pas une agression, je trouve ça assez logique, étant donné qu'elle appelle pas les gendarmes, pour le coup. Donc cette fois, c'est la fille de la témoin qui s'avance à la barre. C'est une adolescente actuellement âgée de 15 ans, qui avait 11 ans à l'époque. On a entendu des chiens aboyer, j'ai dit à ma mère, viens, on va voir, mais elle m'a répondu, non, j'ai peur des chiens. Donc la fille de la voisine explique, on regardait un film, il y a eu de la pub. Ma mère est partie fumer dehors, on a entendu des chiens qui faisaient du bruit et une madame qui criait. Je lui dis donc viens, on va voir. Elle me dit non, j'ai peur des chiens, on est rentré, détaille-t-elle d'un trait. Au début, on pensait que des chiens se battaient et que la madame se battait, insiste-t-elle, interrogée par la présidente. Amélia a eu l'impression, comme sa mère, qu'il y avait 2 chiens. Les chiens aboyaient, comme s'ils avaient peur ou se battaient. Je m'en fichais, moi, dit-elle. Elle pense que quand elles sont rentrées dans la maison, c'était encore la publicité qui passait à la télévision et que le film n'avait pas repris. Or, votre maman dit être sortie lors de la scène de la guitare. Je ne m'en rappelle pas. Quand vous sortiez, les cris ont déjà commencé. Non, on a parlé avec ma mère, on a entendu les chiens, puis les cris. Comment décrire ces cris? Comme si la dame voulait séparer les chiens. Pourquoi êtes-vous rentrée? Il faisait froid et ma mère avait peur des chiens. Et quand vous êtes rentrée, qu'est-ce que vous avez fait? On s'est remise devant le canapé, c'était encore la pub. Cet argument de l'accusation sur les cris est quand même très bancal. L'audience est suspendue 15 minutes. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, si la voisine n'a pas un témoignage clair, ou elle ne dit pas clairement à quelle heure elle est sortie fumer, et les avocats de la défense vont s'en servir pour dire, bah oui, mais à cette heure-là, elle était encore en train d'envoyer des messages à son amant, donc elle ne pouvait pas pousser des cris stridents. Donc l'audience reprend, nous pouvons nous asseoir. Une gendarme est maintenant appelée à témoigner. C'est elle qui a recueilli les paroles du petit Louis Jubilard, fils de Cédric et Delphine. Il avait donc 6 ans au moment des faits. Louis a été entendu par cette gendarme 2 fois, le 16 décembre 2020, donc dès le lendemain de la disparition de sa mère, puis le 19 janvier 2020. Il doit y avoir une erreur, c'est le 19 janvier 2021, je pense. Donc la gendarme chargée d'interroger le fils du couple a été formée au protocole NICHD
National Institute of Child Health and Human Development, qui permet de recueillir la parole des enfants en gendarmerie. Hélène Miloud a réalisé une 50aine d'auditions de mineurs via cette méthode, dont Louis Jubilard. Donc ce protocole NICHD est un protocole instauré en 1996 créé pour les enfants victimes d'agressions sexuelles, puis aux autres victimes et témoins. On s'adapte aux capacités de l'enfant, reprenant son vocabulaire qu'on va réemployer. Nous utilisons aussi la segmentation en ne l'entendant qu'à des moments précis dans son audition libre et nous ne lui suggérons rien. Donc initialement, cette formation est donc faite pour recueillir la parole des enfants victimes d'agression S, mais elle est également aussi déployée pour des enfants victimes de harcèlement, de sévices et témoins de violences conjugales. Donc cette gendarme a interrogé le petit Louis à l'époque. Il lui a raconté la soirée du 15 décembre. Il a regardé avec sa mère La France a un incroyable talent, puis va se coucher. Je les entendais, ils parlaient, ils ne criaient pas. Dans la nuit, il fait du bruit dans sa chambre. Son père vient le voir et lui dit « C'est trop tôt, recouche-toi ». Quand il se lève, il voit à la cuisinière affiché 9. Il y a sa mamie et sa sœur. Ses parents ne sont pas là. Interrogé sur les rapports de ses parents, il raconte des fois ils se disputent, des fois ils parlent, ils crient en parlant. Quand ça se produit, soit ils jouent, explique la gendarme, soit il s'interpose et leur fait comme ça, écarte les bras et dit « calmez-vous ». Donc le 16 décembre 2020, c'était un mercredi, on reçoit l'enfant en urgence dans l'après-midi, il arrive accompagné donc de sa mamie, la mère de Cédric Jubilard. Ils sont arrivés à bord d'une voiture de gendarmerie. Il était content d'arriver là avec un camion de gendarmes. Je lui ai présenté la salle dans laquelle nous allions travailler. Il était intéressé par l'uniforme. Il me déclare qu'il veut faire pompier plus tard. La gendarme reçoit, elle, quelques semaines plus tard. Il vit alors chez sa mamie, la mère de Cédric Jubilard, qui lui a dit que sa maman s'était perdue dans la forêt. Moi, j'avais entendu dire que c'était Cédric qui avait dit ça à son fils, mais apparemment, non, c'est la mère de Cédric Jubilard qui a donné ça comme prétexte pour expliquer la disparition de sa mère. Donc la gendarme réinterroge Louis sur ce qu'il a entendu ce soir-là. « Quand tu t'es couché, tu as entendu papa et maman crier ?» Louis répond. « Après, j'entendais de gros mots et j'entendais, alors puisque c'est comme ça, on va se séparer. Après, je ne sais pas, car je me suis endormi. » Donc la gendarme indique à la barre, j'en viens lui demander ce qu'il a vécu durant les 2 derniers jours. Le 15 décembre 2020, il dit que c'est un jour d'école, il passe une belle journée à l'école, il va à la médiathèque en fin d'après-midi, il est récupéré par sa maman qui arrive avec une 207 bleue, donc c'est sa voiture. Il y a sa petite sœur dans la voiture qui a 18 mois, Delphine récupère son fils, discute avec une amie, ils vont ensuite au domicile, ils regardent la télé et ils s'occupent. Son père rentre, il demande ce qu'il souhaite manger. Ils se mettent à table. Sa petite sœur part se coucher. Louis indique que son papa leur réclame un câlin. « Alors comme ça, vous ne faites pas un câlin ?» Louis se met d'un côté, Delphine de l'autre, et ils font un câlin. Louis passe le reste de la soirée avec sa maman. Il regarde la finale d'Incroyable Talent. Il voit que sa maman ferme les yeux. Il dit qu'il va se coucher au moment où un homme danse avec des béquilles. Il va se coucher. Il dit « Je suis allé au lit » et ils n'ont pas crié. Associé à cela, je vais parler avec lui des émotions. Il dit qu'il sait ce que c'est qu'il le fait à l'école. Il me dit que l'émotion, c'est que ses parents sont fâchés et que lui, il est triste car il ne veut pas que ses parents se séparent. Je lui demande si sa maman a un copain. Il dit que oui, qu'il l'a vu un jour en visio et que ça, c'est le secret entre sa maman et lui. Donc en fait, son fils était au courant que sa mère avait un nouveau copain. Bon. Maître Boguet demande, ces déclarations sont plutôt complémentaires? Oui, c'est lui qui emmène la notion de dispute dans notre second entretien. Il y a une constante entre la première et la seconde audition. Monsieur Jubilard est très intéressé de savoir ce qu'il se dit? Oui, il appelle sa mère et dit qu'il faut qu'il se voie sur un chantier pour discuter de ce qu'il s'est dit.
Maître Franck demande, son discours est fluide, linéaire. Vous n'avez pas un enfant qui détiendrait des secrets? Je n'ai rien soulevé. Lors de cette première audition, on a un masque. Il le portait sous le menton. Quand on a évoqué les violences, il met son masque. Maître Franck continue. Vous ne l'avez jamais mentionné, ça n'avait pas d'intérêt pour vous? Ça me vient maintenant. Je ne peux pas vous dire si c'est mentionné ou non sur le procès-verbal. L'avocate ajoute, il raconte une soirée calme, il dit, ils n'ont pas crié, avez-vous le souvenir que vous lui demandez d'accord et après, et qu'elle a dit, bonne nuit et dors bien, et après il dit, je me suis réveillée. Là je trouve que c'est un peu fatigant, la reconstitution du témoignage de l'enfant rapporté par la gendarme qui l'a interrogé, interrogé à 2 reprises. Je trouve que pour l'instant ça apporte pas grand-chose. Hein. Donc la gendarme, au cours de la 2e audition du petit Louis, le fait dessiner. Il fait sa maison, dessine les places de stationnement. Elle lui demande dans quelle position était garée la voiture de la mère, la fameuse position. Est-ce que c'était capot vers le haut ou capot vers le bas? Il affirme qu'elle était garée dans le sens de la montée. Donc j'imagine que c'était capot vers le haut, ce qui corrobore le fait que l'entourage de Delphine s'accordait à dire qu'elle se garait capot vers le haut pour pouvoir facilement sortir la poussette dans la rue. Parce que sinon, si elle s'était garée capot vers le bas, la portière, je crois, côté passager, aurait donné sur un terrain en pente. Or, c'est pas évident de sortir une poussette sur un terrain en pente. Il dit que sa maman portait ses lunettes, qu'elles sont un peu cassées. Il fait une petite fissure au niveau du montant, mais elle n'était pas trop cassée non plus, parce qu'elle les met tous les jours. Et il montre que sous un des verres, ça ne tient pas trop. C'est-à-dire, c'était un peu cassé, mais la branche tenait toujours. Alors qu'ils ont ensuite retrouvé les lunettes de Delphine, avec une branche en moins, je crois, la branche était cassée. Ils ont retrouvé les lunettes sur le comptoir de la cuisine. Ils ont fini par retrouver la branche de ces lunettes sous un canapé, me semble-t-il. Donc toujours l'avocat de la défense, hein, enfin l'avocat de la défense, maître Emmanuel Franck, hein, qui rajoute son grain de sel. En même temps, c'est son boulot, hein, évidemment, et qui demande à la gendarme, dans la seconde audition, il dit dans un premier temps qu'il n'a rien entendu, il ne parle pas de dispute, il ne parle de dispute qu'après votre question. Et vous lui dites, c'est bien ce que tu me racontes là. Ok, je ne le encourage pas, je lui dis ça tout au long de l'audition pour garder sa confiance. La gendarme interrogée par Laurent Boguet, avocat de partie civile, elle réitère, la dispute est apparue à la seconde audition, je ne l'amène pas, c'est lui et uniquement l'enfant qui va mener de lui-même la dispute. Parce que bien évidemment, les avocats de la défense vont sous-entendre que c'est la gendarme qui suggère à l'enfant que ses parents se sont disputés. Or, c'est bien l'enfant qui amène le sujet spontanément. Chez les juges, Louis dira, j'ai vu qu'il se poussait, j'ai entendu maman dire « arrête-toi », j'ai entendu papa dire « on va se séparer ». Après, je suis retournée au lit et je n'ai rien entendu d'autre. Alors, hypothèse, c'est juste une hypothèse, hein. Certains ne me sautaient pas au cou parce que j'ai avancé une hypothèse. Peut-être que s'il n'entend rien, l'enfant, c'est peut-être parce que quand ils ont commencé à se disputer justement pour pas déranger leur enfant, ils sont allés dehors. Et que c'est peut-être pour ça que la voisine qui fumait dehors a entendu des cris stridents de femmes, parce que ça s'est passé à l'extérieur. Et peut-être que les chiens étaient dans le jardin, et que c'est pour ça qu'elle a entendu les couinements de chiens. Après, ça reste une hypothèse, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc l'avocate Emmanuel Franck souligne que le petit garçon n'a pas eu le temps d'être briefé par papa le 16 décembre 2020, car son client ne l'a pas croisé. Vous n'avez pas senti un enfant renfermé qui a peur de dire des choses qui détiendraient des secrets, lui demande l'avocat de la défense. C'était un enfant calme à son arrivée, un peu intimidé au moment des questions. Lors de cette première audition,
On est en période de Covid, j'ai un masque et Louis le portait sous le menton. Quand je parle de violence, il a mis le masque, souligne la gendarme. Donc concernant la seconde audition, Louis dira, j'ai vu qu'il se poussait, déjà entendu maman dire arrête-toi, j'ai entendu papa dire on va se séparer, après je suis retournée au lit, je n'ai rien entendu d'autre, et surtout, il dit que son papa est venu voir si je dormais. Un peu plus tard, j'ai fait semblant de dormir. Avant, j'ai fait du bruit exprès pour qu'il s'arrête de crier. Voilà pour le témoignage rapporté par la gendarme. La présidente décide à présent d'interroger Cédric Jubilard. Il se met debout dans son box, les bras appuyés devant lui. On a abordé le fait que dans la direction de votre domicile, des voisines ont entendu des cris et des aboiements de chiens aux alentours de 23 heures. Relate la présidente. Moi, à cette heure-là, j'étais en train de dormir, donc je ne sais pas, rétorque-t-il immédiatement. Vous n'avez rien entendu, insiste-t-elle. Non, répond l'accusé. Vous dormiez? Tout à fait. Échange du tac au tac entre la présidente et l'accusé. Est-ce qu'elles disent la vérité? Demande la magistrate. Elles ont peut-être entendu des cris et un bruit de chien, mais je ne pense pas que ça vienne de chez moi, répond Cédric Jubilard. La présidente demande à Cédric, voulez-vous réagir aux déclarations de votre fils? Il ne nous a pas séparés autant qu'il le dit, et je pense que la scène qu'il décrit est antérieure. En tout cas, il le dit, il le répète, et ça a du sens. Tout à fait. Il ajoute également, Cédric, en parlant de son fils, il ne nous a pas séparés aussi souvent qu'il pouvait le prétendre. Et selon lui, donc la discussion, enfin, la dispute qu'il décrit, ou la discussion, était antérieure. Ouais, bon, donc selon lui, hein, d'après Cédric, son fils se tromperait de soirée, et c'est pas ce soir-là qu'il les aurait entendus se disputer, voire plus. Ça a pu arriver qu'il intervienne pour vous séparer, demande la présidente. Je n'en ai pas le souvenir, ça a dû intervenir 1 ou 2 fois, estime Cédric Jubilard. En général, on fermait la porte du couloir pour se disputer tranquille, glisse-t-il, provoquant des rires dans le public. Effectivement, c'est très drôle. Donc votre fils dit dès le 16 décembre vous avoir entendu vous disputer. Ce n'est pas possible, je dormais, c'est votre version, pas la sienne. Tout à fait. L'avocat général demande. Louis décrit une dispute. C'est déjà arrivé? Oui, mais rien de bien méchant. Plusieurs fois? Quelques fois. Quand? Je ne sais plus. De toute façon, faut pas chercher midi à 14h. On va rien, ils en tireront rien de Cédric Jubilard. C'est-à-dire, même s'il est coupable, jamais il va avouer, il n'avouera rien, parce que il a l'air tellement sûr, en fait, tellement sûr de lui, tellement sûr dans l'hypothèse, évidemment, où il est responsable de la disparition de Delphine, on dirait que le corps, il sait pertinemment que personne jamais ne retrouvera jamais rien. Que probablement, s'il s'en est débarrassé, c'est dans un endroit où il est quasi certain qu'il est introuvable. Donc pourquoi il s'amuserait à ensuite dire, concéder, oui, je me suis disputé, etc. Moi, je pense qu'on n'en tirera absolument rien durant le procès. L'avocate Malika Chmani, donc une avocate des parties civiles, raconte l'audition de Louis devant les magistrats instructeurs et explique qu'il a d'abord minimisé les violences de son père à son égard. Elle le cite, il me disait « va au coin, dépêche-toi », c'était une petite punition, sinon il disait « va au coin », mais qu'une minute où il m'envoyait dans la chambre. Ok. La présidente demande à Cédric Jubilard. Louis a-t-il pu être témoin de ces disputes? Donc, non, on fermait la porte du couloir pour se disputer tranquille, ça je l'ai déjà dit. Maître Boguet questionne, vous dites que la dispute a lieu en septembre, mais Louis dit qu'il y avait un sapin de Noël. À moins qu'il mette déjà son sapin de Noël au mois de septembre, ce qui me paraît un peu tôt, je vois pas comment il peut se tromper de période, mais bon. Il doit se souvenir qu'il y a un sapin dans la maison, mais ce n'est pas le soir de la dispute. Ah oui.
comme par hasard. Hein. Donc l'avocate des parties civiles, hein, Malika Chmani, explique que spontanément l'enfant, donc Louis, ne vient pas accabler son père et que c'est parce que justement on le confronte à des auditions qu'il va finir par dire des choses, constate-t-elle. Alors pourquoi à un moment donné il va répéter à 2 reprises cette scène-là? Il va dire qu'il a assisté à une dispute, insiste l'avocate. Moi, je pense qu'il confond les soirées, maintient Cédric Jubilard, alors que l'enfant parle d'un sapin de Noël et que Jubilard dit que ça s'est passé au mois de septembre, mais l'enfant parle quand même de sapin de Noël. Alors le sapin de Noël, c'est à Noël, hein, c'est pas au mois de septembre. Bref, sur ce, l'audience est suspendue jusqu'à demain matin. Un grand merci pour votre suivi de ce trade pour France Info ou Le Nouveau Détective ou même Cécile Olivier pour BFM. Donc voilà, c'est la fin de ce très très long compte rendu d'audience qui à mon avis va faire pratiquement 1h30. Donc c'est excessivement long. Je trouve que le matin, la matinée, l'audition de l'amant Delphine était beaucoup plus intéressante que l'après-midi. J'ai trouvé un peu le témoignage des voisines un peu brouillon, même si ça a le mérite d'être un témoignage qui permet de parler de ces cris de femmes, quand même, c'est une drôle de coïncidence. Et ensuite, l'audition de la gendarme qui a entendu le petit garçon à 2 reprises était aussi assez intéressante. Et elle montre surtout la contradiction entre ce que soutient Louis et ce que son père en dit. Voilà, selon Cédric, son enfant s'est trompé de moi, c'était pas cette période-là, etc. Donc fidèle à lui-même, Cédric Jubilard, toujours inflexible dans ses propos, et il n'a pas l'air de vouloir avouer quoi que ce soit. Et c'est bien parti pour durer, à mon avis, jusqu'à la fin du procès. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, à commenter. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc pour la suite des comptes rendus d'audience et affaire à suivre.